présente un instant pour ceux qui ne vous connaissent pas. Vous êtes ancienne élève de l'École normale supérieure. Vous enseignez actuellement la politique, les idées politiques à Sciences Po, Paris. Voilà. Vous êtes un spécialiste notamment de Michel Foucault. Vous avez dirigé toute la publication de son œuvre dans la collection La Bibliothèque de la Pléiade, l'édition Gallimard. Voilà, vous êtes essentiellement un philosophe et moi je suis très impressionnée parce que mon propos est d'ordinaire tout littéraire et j'ai été éblouie par ce livre-là dont je ne suis pas vraiment spécialiste. Donc j'espère être à la hauteur, voilà, ce soir, pour rendre hommage à ce livre admirable. Le problème, ce n'est pas la désobéissance, le problème c'est l'obéissance. Écrit Howard Zinn, que vous citez à l'incipit de votre essai. Et c'est à ce problème, en apparence paradoxal, que vous tentez de répondre. Et c'est sur ce paradoxe que vous attirez notre attention à la faveur d'une prose, d'une clarté rare et d'un kaléidoscope de références littéraires, heureusement pour moi, historiques et philosophiques qui sont autant d'invites à regarder en nous-mêmes, à suspendre notre jugement et à nous demander si nous, lecteurs, nous ne serions pas de ceux qui obéissent aussi et qui concourent parfois, non pas au pire, mais au moins bon. Mais jamais votre propos n'est accusateur ou culpabilisant, il est stimulant, plein d'allant et de rigueur démonstrative. Votre essai est, il me semble, un modèle de pensée claire à mettre entre toutes les mains des hommes de bonne volonté tentés par la désobéissance. Alors, dans le préambule de votre essai, vous recensez les grandes injustices que nous semblons tous, ici présents, plus ou moins cautionner. Alors, il y a les injustices sociales, la dégradation progressive de notre environnement et le processus contemporain de création de richesse qui ne fait que creuser le hiatus entre très riches et très pauvres. Puis vous annoncez, page 17, le sens de votre démarche. Ce livre pose la question de la désobéissance à partir de celle de l'obéissance, parce que la désobéissance, face à l'absurdité, à l'irrationalité du monde comme il va, c'est l'évidence. Elle exige peu d'explications. Pourquoi désobéir? Il suffit d'ouvrir les yeux. La désobéissance est même à ce point justifiée, normale, que ce qui choque, c'est l'absence de réaction, la passivité. Et vous ajoutez un peu plus loin, page 19, ce livre voudrait comprendre, en interrogeant les conditions éthiques du sujet politique, pourquoi il est si facile de se mettre d'accord sur la désespérance de l'ordre actuel du monde et si difficile pourtant de lui désobéir. Voilà, donc vous posez le cadre et tout de suite, et là moi je suis très heureuse, on découvre une première grande référence, une référence littéraire à Dostoïevski, à son grand roman Les Frères Karamazov, à travers la parabole du grand inquisiteur. Alors la première question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi d'ouvrir votre livre sur cette référence éminemment littéraire? Et est-ce que vous pouvez rappeler à nos lecteurs de quoi parle cette page incandescente du grand inquisiteur dans Les Frères Karamazov de Dostoïevski? Oui, c'est vrai que ce qu'on appelle cette légende du grand inquisiteur, c'est un texte qui a beaucoup ébranlé les penseurs, parce que je crois qu'il remettait en cause quelque chose comme une certitude qui allait de soi. Ce que je veux dire par là, c'est que assez facilement on pense que chacun désire être libre, que la liberté au fond c'est là où se tiendrait notre dignité et que c'est notre quête perpétuelle, l'émancipation. Et dans cette légende, que je vais raconter un petit peu, en tout cas se pose la question, est-ce que cette liberté, est-ce qu'elle est si désirable, est-ce que nous la cherchons tellement? Je veux dire par là, c'est qu'il y a une manière d'écrire l'histoire des hommes qui consiste à dire, au fond, toute l'histoire politique des hommes, c'est l'ensemble des stratégies par lesquelles nous essayons de résister à l'oppression du pouvoir. Et cette version de l'histoire humaine, elle est reçue et elle a sa part de légitimité.
Et je voulais savoir si on ne pouvait pas, au fond, essayer de regarder les choses de manière presque inverse, c'est-à-dire se dire, est-ce qu'on ne passe pas notre vie à trouver des stratégies pour ne pas être libre et pour éviter de se trouver à la verticale de cette liberté, parce que la liberté, parce que ça fait peur, parce que c'est un fardeau insupportable, c'est un vertige, et au fond, peut-être qu'on passe une bonne partie de son existence à trouver de quoi la déposer entre les mains des autres. Parce que ça nous coûterait trop cher, cette liberté, c'est ce que rappelle le grand inquisiteur dans alors, la parabole. Oui, alors l'histoire, Dostoïevski. l'espèce de récit qui est raconté dans les vapeurs d'alcool quand même, parce qu'on a les deux frères Karamazov qui sont dans une taverne et Ivan déploie un poème qu'il a comme ça conçu dans son esprit et qui raconterait le retour du Christ. Alors, le Christ revient à Séville au XVIe siècle, en pleine période d'inquisition, en cette période où on brûle les hérétiques avec beaucoup d'entrain, où les dominicains travaillent. Le Christ revient, il est assez vite reconnu, il y a comme ça une mystique de la reconnaissance et tout le monde le suit, le loue, chante sa gloire, et une fois arrivé sur la place, Dostoïevski fait le portrait d'un petit vieillard relativement ratatiné, mais avec des yeux perçants, et qui comprend tout de suite ce dont il s'agit, et à ce moment-là, il procède à l'arrestation du Christ. Et le peuple qui était tout prêt à l'acclamer est comme saisi de stupeur, ne bouge pas. Le Christ est enfermé dans les prisons du Saint-Office, et une fois la nuit tombée, le grand inquisiteur descend, et à ce moment-là a lieu non pas un dialogue, parce que c'est un monologue, le Christ reste muet tout au long de justement de ce qui n'est pas un échange. Et la question du grand inquisiteur, c'est: pourquoi es-tu venu nous déranger? Alors c'est vrai que ça, voilà. Donc Christ qui lui a désobéi au diable au moment de... Voilà, et il lui désert, rappelle, il lui dit rappelle-toi les tentations. Alors, il y a cet épisode des tentations du Christ, et la lecture de l'inquisiteur consiste à dire, au fond, tu exigeais des hommes une foi libre, tu ne voulais pas acheter leur foi par leur estomac ou par l'oppression politique ou en produisant des images colorées, tu voulais une foi libre, mais ce dont tu t'es pas rendu compte, c'est que cette liberté, personne n'en veut, qu'elle est quelque chose comme une blessure dans le cœur humain insupportable, et notre travail à nous, parce que nous aimons vraiment les hommes, alors que toi, tu te fais une idée trop haute de l'humanité, c'est de les débarrasser de ce fardeau écrasant. Et qu'est-ce que c'est que l'Église? Je ne dis pas la religion, mais c'est vraiment l'Église comme institution. Eh bien, c'est ce par quoi on va dire aux hommes pourquoi il faut accepter les règles de justice, enfin de justice en tout cas, la manière dont les biens sont partagés, ce qu'il faut croire, ce qu'il ne faut pas croire, et faire communauté dans l'obéissance, se réunir dans l'obéissance. Voilà. L'inquisiteur le dit très très clairement, en fait ce que les hommes veulent, c'est avoir du pain, être repus, et surtout pas avoir besoin de choisir la liberté, qui serait un fardeau bien trop lourd, et il parle de cette deuxième tour de Babel qui serait un lieu, un temple où on irait simplement se nourrir et obéir, et on serait content comme ça. Oui, on a une sorte de on serait content parce que on peut dire les choses, c'est un peu grossièrement résumé, mais ça consiste à dire que nous préférons infiniment la sécurité à la liberté. Et dans l'obéissance, il y a une forme de sécurité. Et je crois que ce texte de Dostoïevski fait partie comme ça des deux, trois éclairs qu'il existe dans la pensée politique. Il y a le texte de Kant sur les Lumières, il y a évidemment le texte de la Boétie sur la servitude volontaire, qui consiste à dire que cette liberté, nous n'en voulons pas.
et c'est pas... Voilà. Alors justement, Kant, on va y venir. Vous écrivez dans votre essai que Kant produit un argument politique assez trouble dans l'un de ses livres. Au sujet de l'obéissance volontaire. Cette obéissance volontaire est très importante, mais la première, l'obéissance absolue, est extrêmement nécessaire puisqu'elle prépare l'enfant à l'accomplissement des lois auxquelles il devrait obéir plus tard comme citoyen, même si elles ne lui plaisent pas. Qu'est-ce qu'il y a de déjà assez trouble dans la pensée de ce philosophe des Lumières qui, avec les sous-entendus de votre prose, semble préparer le terreau de ce qu'on va appeler à l'époque d'Hannah Arendt le mal banal, le mal ordinaire, avec ce processus de renversement des monstruosités dont vous parlez et sur lequel on va revenir. Qu'est-ce qu'il y a de louche déjà peut-être? En fait, il y a deux visages de Kant, qui est pas... enfin, c'est pas comme Nietzsche, c'est beaucoup moins contradictoire et explosé et fragmenté, mais c'est vrai que pour commencer l'ouvrage, j'ai regardé beaucoup plus ses réflexions sur l'éducation, où il se pose la question pourquoi est-ce qu'il faut... qu'est-ce que les enfants apprennent à l'école, et dit au fond ce qu'ils apprennent en termes de contenu positif. C'est pas très important. Ce qui est surtout important, c'est qu'ils apprennent à bien se tenir. Et est-ce que vous pouvez nous lire, au sujet de ce paradoxe, cette belle page ici jusque-là, pour votre pensée que vous voulez. La désobéissance constituerait notre premier état, notre nature. Peut-être si, par nature, on entend ce qui nous rattache aux bêtes et où immédiatement nous serions réfractaires à la règle. La première modernité lit cette désobéissance primitive comme le règne illimité des passions égoïstes, la domination des instincts bruts, l'impérieuse immédiateté du désir narcissique. Et c'est à leur opposer les médiations patientes de la raison et les règles sociales d'intérêt commun qu'est consacrée la part de la discipline. Il s'agit de maîtriser en nous la bête, l'obéissance disciplinaire et ce par quoi s'affirme en nous le principe d'humanité. Dès qu'il s'agit d'opposer l'homme civilisé à la sauvagerie supposée, l'obéissance est pensée comme ce qui nous humanise et la désobéissance est monstrueuse. Ça, c'est ce que j'appelle effectivement la première modernité, c'est-à-dire que quand on lit les traités d'éducation de cette époque, j'allais dire ça a sa part de légitimité, consiste à dire qu'au fond, l'obéissance est ce par quoi nous devenons des êtres policés, civilisés, sociaux, et que accepter les règles communes, c'est effectivement la manière dont nous pouvons construire des sociétés vivables, et quelque chose qui serait du côté de la désobéissance, eh bien c'est notre part animale, sauvage, rebelle. Alors ça, c'est très facile de voir les choses comme ça, si on est dans cette opposition entre l'animalité et l'humanité. Et il me semble que la seconde modernité, c'est-à-dire le moment où la raison va s'affirmer toujours plus comme une rationalité glaciale du calcul, comme une rationalité technique, comme le règne, si vous voulez, de la gestion bureaucratique, c'est un visage de la raison, à partir du moment où se met en place une opposition qui serait beaucoup plus celle de la machine et de l'humanité, eh bien, à ce moment-là, c'est vrai que quand on obéit comme des machines, quand on obéit comme des automates, l'éclair de désobéissance, c'est ce par quoi quelque chose comme un principe d'humanité se fait sentir, consiste à dire, enfin, je ne suis pas une machine. Et c'est la suite, l'expérience du XXe siècle, celle des régimes totalitaires et des grands génocides, a inquiété, dérangé, ou plutôt fragmenté, brisé cette évidence culturelle massive qui lie de manière serrée capacité d'obéir et affirmation d'humanité. Donc, si vous voulez, le problème qu'on a en héritage, c'est cette tension entre ces deux modernités. Et ce que j'appelle le renversement des monstruosités, c'est que si vous prenez le 19e siècle, si vous prenez même tous les traités
de psychiatrie où est constituée la catégorie de l'incorrigible. L'incorrigible, c'est celui qui n'arrive pas à obéir, c'est celui qui reste attaché à la sauvagerie. Et puis au XXe siècle, l'expérience du XXe siècle, c'est de faire apparaître des nouveaux monstres. Hein, prendre le titre d'un film connu et qui n'a rien à voir avec ça. Les nouveaux monstres, ce sont des monstres d'obéissance. Et tout ce qui va suivre, alors vous avez parlé tout à l'heure de banalité du mal, et c'est vrai que Eichmann serait quelque chose comme l'incarnation de cette monstruosité de l'obéissance. Mais il n'est pas seul, hein. Il y a Duke, etc. C'est ce qui va instiller cette espèce de soupçon qui consiste à dire, mais au fond, cette obéissance dont on a fait, et on a eu sans doute raison, pour une part, une vertu en soi, est-ce qu'elle n'a pas une part d'ombre, et est-ce qu'il n'y a pas une expérience politique de cette monstruosité de l'obéissance? Voilà. Et c'est ça le renversement, c'est-à-dire le nouveau type de monstre, c'est un monstre d'obéissance, qui obéit de manière mécanique, automate. Alors on a parlé avec Kant, et puis là, il y a un instant, beaucoup de pédagogie et des enfants. Quand vous évoquez le principe après avoir parlé de la soumission, vous parlez de la subordination, et vous dites que quand on est dans un rapport de subordination, on se comporte vis-à-vis d'un maître tel un enfant. Et vous en venez à, vous allez démontrer tout cela, et vous commencez votre développement par une référence magnifique aux contraintes de la Boétie, l'auteur du discours sur la servitude volontaire. Vous écrivez cette phrase que je trouve très belle: la Boétie est bien le Rimbaud de la pensée politique. En référence littéraire, je saute dessus, bien sûr. Et qu'est-ce que vous entendez par là? Pourquoi est-ce qu'il est le Rimbaud de la pensée politique? Puis après, je vous inviterai à lire un passage de la page 56, au sujet justement de la Boétie, pour qu'on entende ce contraint. Bien sûr, oui. Alors c'est vrai que ce texte qui, j'allais dire, constitue quelque chose comme un apax dans la pensée politique, quelque chose comme un éclair, un cri. C'est pas du tout un texte qui se construit comme une démonstration suivie, mais comme une immense, une immense provocation. En fait, les conditions d'écriture de ce texte sont assez mal connues. On sait qu'il l'a écrit très jeune. Après, il nous reste assez peu de choses de la Boétie qui est mort jeune. On sait que Montaigne avait eu à un moment le projet de mettre ce texte comme au centre de ses essais, comme le cœur vibrant de ses essais. Et voilà, oui, c'est le Rimbaud de la pensée politique, parce que c'est une illumination politique. Et Montaigne le Verlaine. Oui, si on veut, oui. Je ne sais pas jusqu'où, enfin, il ne s'est pas fait tirer dessus. Non. C'est vrai que ça s'est passé de manière plus pacifique. Et c'est vrai que Montaigne écrit justement son éloge de la Boétie. Il renonce à inclure le traité sur la servitude volontaire. Le chapitre de l'amitié, le 28 voilà, dans le livre 1. Voilà, dans le chapitre sur l'amitié. Et c'est vrai que ce que met en musique la Boétie dans son texte, c'est l'idée d'une amitié politique. C'est l'idée qu'au fond, ce qui peut nous sauver de la politique, ou plutôt même nous sauver de la société, c'est l'amitié. Oui, vous l'écrivez, page 68, pour Montaigne, l'amitié, c'est vraiment une planche de salut. C'est l'amitié qui peut nous sauver justement des sirènes du politique, des illusions oui, des illusions et du désir d'obéissance et du plaisir et de la... Ce que met en scène la Boétie dans son texte, c'est l'idée qu'il pourrait y avoir dans notre obéissance quelque chose qui relèverait de la jouissance. Assez vite, c'est vrai que notre première réaction consiste à... Vous avez parlé de la soumission, de la subordination. C'est vrai que pour la soumission, c'est un modèle de l'obéissance dans laquelle, et encore une fois, c'est vrai pour beaucoup de gens, dans laquelle
on est soumis et on obéit parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais la Boétie ne renonce pas complètement à l'obéissance, il Oui. parle d'une obéissance à minima, d'une soumission ascétique. Est-ce Ouais. qu'on n'est pas proche du cynisme là? Est-ce qu'il ne joue pas un petit peu sur les mots? Est-ce qu'il n'essaie pas de trouver une porte de sortie? Non, je ne crois pas. Je Est-ce qu'il serait dans une crois impasse? qu'il essaye de dire qu'au fond, si on ne faisait strictement qu'obéir, l'ordre du politique ne tiendrait pas une seconde. Ce qui fait que ça tient, c'est qu'on surobéit. C'est-à-dire qu'on en rajoute. Si on était simplement soumis, qu'on obéissait à minima, ça ne tiendrait pas. Ce qui fait te dire, ça marche, si vous voulez, cette obéissance à minima peut faire tenir l'ordre économique, mais encore une fois, dans le politique, dans le rapport au chef, dans le rapport aux dirigeants, se joue quelque chose qui relève de la jouissance, du fantasme, Et vous dites sur quelque chose de l'enchantement. très important, c'est qu'il faut arrêter de fournir du matériau aux politiques, justement pour qu'ils laissent pouvoir. Il n'est pas question d'arracher au pouvoir quelque chose, mais d'abord d'arrêter, surtout arrêter de fournir, de lui donner même plus qu'il n'en demande. Et vous auriez quel exemple de fourniture moderne justement à nous donner pour qu'on comprenne les qu'il faut arrêter de fournir à ceux qui ont le pouvoir et qui nous écrasent avec lui? On n'arrête pas de fournir. Je veux dire par là qu'on n'arrête pas de suivre quand même. Si vous prenez nos derniers dirigeants en date, on suit avec délectation la manière dont on s'organise les cuisines à l'Élysée, voilà, je veux dire par là qu'on va mettre dans le rapport au pouvoir quelque chose qui va bien au-delà de la soumission au sens où la grille de lecture de la soumission, c'est-à-dire qui consisterait à dire pourquoi est-ce qu'on obéit, c'est parce qu'on est pris dans un rapport de force qui nous contraint. Voilà, l'idée de la contrainte. L'hypothèse de la Boétie, c'est de dire ça tient pas seulement par la contrainte. Il y a quelque chose de plus ce qu'il essaye de percer, c'est le mystère, pourrait-on dire, de l'obéissance, c'est-à-dire essayer de trouver, j'ai pas d'autre terme que, je dis ça en termes de plaisir, de jouissance, je sais pas, mais il y a quelque chose dans l'obéissance déjà qui fait qu'on aime se rassembler par l'obéissance. Les communautés sont des communautés... Et pour désobéir, il faudrait qu'émerge une seule voix. C'est quelque chose que vous dites souvent. Oui. La désobéissance ne peut advenir qu'à l'aune d'une voix unique qui s'élèverait de la nasse cacophonique. Parce qu'obéir, c'est obéir à plusieurs toujours. Oui. Et l'idée, ce serait d'essayer de travailler, de sentir le poids simplement dans le désobéir du dé comme du détachement, comme du lâcher prise. C'est-à-dire la manière dont la Boétie dit je ne vous demande même pas de vous révolter, je ne vous demande même pas de prendre les armes, mais si seulement vous arrêtiez d'obéir, eh bien ce serait quelque chose. Si vous voulez, l'idée serait que les véritables révolutions sont d'abord éthiques, c'est-à-dire qu'il s'agit d'abord de régler notre problème avec l'obéissance, parce que si on ne règle pas ça, nos formes de désobéissance vont être simplement des manières de nous soumettre à de nouveaux maîtres, voilà, et à d'autres. Irremplaçable, Yankelevitch, c'est à moi et à moi seul qu'il revient de porter le fardeau, c'est à moi et à moi seul qu'il revient le fardeau de désobéir et d'engager complètement dans cette désobéissance. Sans ça, et cette éthique-là de l'être, de la désobéissance absolue et personnelle et singulière, peut-être qu'elle n'appartient, c'est ce que vous semblez sous-entendre dans votre essai, aux artistes singuliers qui disent non à tout le monde. Zola qui accuse contre les autres. C'est vrai que ça peut en faire partie. J'étais vous dans... vous demander des exemples justement. Oui. Dans l'idée d'irremplaçable, moi je la trouve... Il y a cette figure, alors dont je parle aussi, c'est à la fois un philosophe et un écrivain, c'est la figure de Thoreau, Henry David Thoreau, qui est cet Américain qui construit sa maison au bord de Walden et qui a lui aussi des fulgurances comme ça, discursives, dont
dont une est assez souvent reprise et qui est et si je ne suis pas moi, qui le sera à ma place? Et il y a chez Sauron cette espèce de mise en place d'un critère qui consiste à dire, au fond, peut-être que pour savoir si une chose est vraiment importante, si elle vaut la peine d'être faite, d'être vécue, si elle, il faut se demander d'abord, est-ce que quelqu'un peut le faire à ma place? Et évidemment, alors Sauron, vous le savez comme moi, était un très grand marcheur, hein, il pratiquait des marches quotidiennes, enfin c'est pas le seul. Enfin j'imagine bien que si je vous disais, écoutez là j'ai pas le temps, est-ce que vous pourriez pas aller faire une promenade à ma place là, parce que vraiment j'ai pas le temps. Enfin c'est pas possible. De la même manière, on ne peut pas demander à quelqu'un d'aimer à notre place. Et ce que j'essaye de faire entrer par là, c'est l'idée que personne ne peut désobéir à ma place. Ou plutôt, l'obéissance, il y a une manière d'obéir qui consiste à dire, au fond, quand j'obéis, ça veut dire que ce que je fais, un autre pourrait le faire à ma place. Il se trouve que c'est moi qui le fais, mais... Et dans la désobéissance, voilà, il faudrait dire que la désobéissance est toujours à la première personne, alors qu'on obéit toujours à la troisième personne. Enfin, pour certaines formes d'obéissance, parce qu'après, évidemment, on pourrait retravailler les choses. Et c'est vrai que ce vers quoi j'ai essayé d'aller, c'est ce que j'appelle le principe d'indélégable. C'est l'idée si vous voulez, je pense que l'expérience du sujet politique, c'est la manière dont on se sent appelé, convoqué par les injustices du monde et dont on se trouve irremplaçable pour précisément eh bien, les combattre, etc. Mais quand je dis irremplaçable, c'est toute la difficulté pour moi. Je ne dis pas que je l'ai résolu, mais on a quelque chose qui est vraiment très... pas énigmatique au sens où il y aurait un secret derrière, mais je crois que tout le problème pour moi est là, c'est que quand je dis qu'on désobéit à la première personne, qu'il faut revenir à soi, etc., c'est pas revenir à sa petite personne. Voilà, la première personne, c'est pas sa petite personne. La première personne, c'est pas son histoire singulière, c'est pas son intimité psychologique. Simplement, je fais l'expérience que je ne peux pas me défausser. Je ne peux pas me défausser. Et désobéir, ce que j'essaye de trouver, c'est cette forme de désobéissance où on fait l'expérience qui est pas qui est au fond assez rare, mais qui constitue des vrais moments d'intensité dans nos vies, où à un moment on fait l'expérience que c'est à nous de le faire. Voilà. Et qu'il faut arrêter de vivre à la troisième personne. Et à ce moment-là, on agit à la première personne. Alors c'est quoi les exemples? Ça peut être les lanceurs d'alerte, ça peut être tout ce que vous voulez. Si vous prenez l'exemple des sociétés modernes, je me souviens d'un reportage qui avait été fait sur Enron. Je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était une espèce d'affaire, une pyramide de Ponzi, ça a ruiné mais des milliers et des milliers de foyers américains. Et on allait interroger à ce moment-là, donc le documentaire se tourne vers un certain nombre de cadres, ce n'était pas les décideurs, hein, mais c'était, puis on leur disait, mais est-ce que vous ne trouviez pas ça un peu bizarre, qu'il y avait quelque chose de louche? Et il y en a un qui a presque le courage de dire, on sentait bien, mais on ne voulait pas savoir. On voulait pas savoir. Et je veux dire, le moment politique, c'est le moment où on arrête de ne pas vouloir savoir, de ne pas vouloir voir, etc. Je crois que c'est... en tout cas, c'est par là que j'essaye d'aller. Alors, vous donnez l'exemple édifiant et magnifique, je trouve, des grands mystiques qui donnent l'impression d'obéir à la fois à l'Église et qui, en raison de l'intensité de leur foi, désobéissent complètement, sont dans l'expérience singulière absolue. Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, tous les franciscains spirituels, excusez-moi, ont fait peur à l'Église, qui aurait pourtant dû s'enchanter de leur posture d'humilité parfaite, mais l'obéissance mystique, dans son exagération,
subvertit la posture de subordination. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Et il y a une manière de désobéir qui est une manière subversive. On pourrait en donner d'ailleurs une... je repasserai au mystique après, parce que c'est vrai qu'il y a une profondeur plus grande. Un passage merveilleux où le mot Dieu n'apparaît jamais dans votre prose. J'ai listé, hein, j'ai trouvé ça fou de réussir à écrire quand même sur Sainte Thérèse sans employer ce mot. Je parle du Christ à un moment, oui. Oui, c'est pas pareil, oui. L'exemple très contemporain, c'est qu'au fond, une manière, par exemple, de désobéir dans nos sociétés serait d'appliquer assez exactement tous les protocoles qu'on nous écrase. Si vous travaillez avec des gens, enfin, moi, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est dans les rencontres, quelqu'un m'a dit, et c'est vrai que cette idée, je ne l'avais pas, parce que je n'avais pas cette expérience professionnelle-là, et vous savez, il y aurait une manière de désobéir qui serait d'obéir à la lettre. C'est-à-dire que si vous obéissez à la lettre, vous faites sauter le système, parce que on est tellement surchargé dans nos vies professionnelles de protocoles, de stratégies justement de déresponsabilisation des uns, des autres, etc. et de mesures de sécurité qu'au fond, l'obéissance à la lettre pourrait être une manière d'inquiéter le système. Mais pour ce qui est des mystiques, je trouve ce que j'appelle la subversion, c'est ça. C'est-à-dire qu'au fond, les mystiques font de l'obéissance un défi, c'est-à-dire que les mystiques vont défier quiconque de trouver des ordres assez durs pour précisément mettre en péril leur obéissance. Et donc il y a là quelque chose comme un retournement qui est que plus on va tenter de donner des ordres durs, et bien plus les mystiques vont y trouver nourriture. Oui, et une forme de liberté, et encore une fois, c'est une forme de transgression, parce que c'est vrai que dans cette obéissance, en tout cas dans cette obéissance mystique, il y a la recherche d'une forme suprême de liberté, en tout cas de provocation. Ce qui est sûr, c'est que les mystiques ont toujours inquiété l'Église. Au fond... Alors vous en venez au principe de conformisme qui fait de nous de véritables robots. Vous mettez en avant ce que déjà la Boétie avait souligné. La première raison de la servitude volontaire, c'est la coutume. Donc cette coutume, ces habitudes font de nous, construisent notre seconde nature et font qu'on n'a plus de libre arbitre et qu'on se soumet. Est-ce que vous pourriez, avant qu'on parle du cas magnifique du cynique Diogène, qui est un magnifique exemple de contestation face à l'habitude, est-ce que vous pourriez nous parler, moi j'ai trouvé ça extraordinaire, de l'expérience qu'a menée Salomon Asch avec à l'université, oui, avec les traits noirs sur la feuille. C'était dans les années 50, c'est vrai que c'était les premières grandes expériences sur le conformisme. Parce que ce que je voulais essayer, ce dont je voulais faire tableau, ce que j'essaye de construire, c'est une stylistique de l'obéissance et de la désobéissance. Parce qu'il me semble que c'est vrai que ces termes sont assez massifs, obéir, désobéir, et que derrière ces termes un peu nus se cache une multiplicité de paysages. Et c'est vrai qu'il y a le paysage de la soumission, qui est représenté par l'esclave. Il y a le paysage de la subordination qui est représenté par l'enfant, et il y a ce paysage du conformisme où c'est l'automate. Quand je dis que c'est l'automate, c'est que c'est une manière d'obéir d'abord complètement horizontale, parce que dans la subordination et dans la soumission, il y a la verticalité d'un rapport à un maître. On obéit à une instance supérieure, quelque chose d'un peu surplombant. Alors pour quelle raison l'enfant? C'est parce qu'il est persuadé, ou en tout cas parce qu'il a confiance dans ses parents, et que voilà, c'est une obéissance qui est basée
sur le fait que celui qui donne des ordres les donne pour le bien propre. Il y a même quelque chose de légitime dans cette subordination-là. Ça Ah, trouve ça, ou hop, se le c'est très légitime. En même temps, ça fait fantasmer les politiques. Hein, c'est-à-dire parce que ça. Oui, ils nous prennent pour des enfants. Ça nourrit une gouvernementalité, de la sollicitude qui fait que voilà, ils prennent soin de nous. Le conformisme, c'est quelque chose de beaucoup plus horizontal. L'expérience de Solomon Asch, qui a été le maître avec majuscule ou pas, en tout cas le professeur de Milgram qui a mené d'autres expériences dans les années, au moment du procès Eichmann, une barre verticale sur une feuille de papier et à aligner sur l'autre côté de la feuille 2, 3, 4 lignes, et la chose très simple consiste à dire combien vous voyez de lignes qui sont de même hauteur. Et il n'y a aucun piège, et Solomon Asch dit, ben voilà, je vais faire un cours sur des études sur la perception, et puis il fait ces espèces de feuilles qu'il aligne, et puis chacun dit 1, 2, j'en vois 1, 2, 3, etc. Alors l'expérience a été filmée, et à un moment où il fait intervenir des étudiants qui sont des faux étudiants, qui sont des espèces de figurants, et qui commencent à dire, alors que manifestement il n'y a qu'une ligne qui est de même hauteur, 2, 2, 2. Et alors on fait ça, puis quand arrive le tour d'un petit étudiant naïf à la moustache naissante, on voit bien qu'il devient vert, et il y a ce très petit moment d'hésitation quand vient son tour, et il lâche 2. C'est-à-dire, il fait l'expérience, alors qu'il n'y a aucun enjeu, il n'a pas de pistolet sur la tempe, enfin, je veux dire, c'est l'idée qu'il existe une espèce de force comme ça du social, et c'est une grande partie de la sociologie est basée là-dessus, c'est-à-dire sur l'analyse de ce on social qui dissout nos subjectivités et qui fait qu'on a quand même cette expérience de la difficulté à faire différence. Et c'est vrai que après on peut se demander qu'est-ce qui se passe dans sa tête, parce qu'il n'est pas pris d'hallucination. Bien sûr qu'il voit une ligne, mais il fait l'expérience douloureuse, même pas tragique, mais simplement douloureuse, que non, il n'arrive pas à lire ce qu'il voit. Alors que je peux vous assurer qu'au moment où il prend son café le matin, il est dans ce que Merleau-Ponty appelle la certitude sensible. Il prend, il boit, etc. Mais là ça vaut plus. Alors c'est Diogène qui justement critique violemment tous ceux qui rentrent dans la coutume et qui oublient de penser. Le cynisme est une sagesse, écrivez-vous, de la provocation qui prend comme cible privilégiée les coutumes, les conventions, le conformisme généralisé. Et j'aimerais bien que vous nous disiez, page 114, votre développement sur ce qui est, à vos yeux, la véritable obscénité. C'est pas Diogène qui est tout nu dans la rue à dire des gros mots, hein, non, la véritable obscénité, c'est ce que vous écrivez là. Voilà, oui, alors, avant de lire ça, il faut situer le personnage de Diogène, qui non seulement, n'était peut-être pas forcément nu, mais en tout cas se masturbait en public, qui mangeait aussi en public, ce qui était considéré par les Grecs comme quelque chose d'assez mal poli, et qui ne cessait justement, vous l'avez bien dit, de remettre en cause le régime des conventions, le régime des coutumes, des conformismes, mais précisément pour en dénoncer l'hypocrisie. Et c'est vrai que la mise en scène de cette hypocrisie, elle passait chez Diogène par une théâtralisation de son corps, et avec une certaine crudité. Il y a beaucoup de... Enfin, je sais pas, il y a cette histoire, on n'a aucun texte de Diogène qu'on a trouvé, enfin, il y a une filiation là aussi à Socrate. Il y a cette histoire, par exemple, qui veut qu'il y ait un banquet, et puis on lui jette
un os comme un chien, et Diogène, qu'est-ce qu'il fait? Il se précipite sur l'os, il le mâche un peu, et ensuite il se met sur les tables, et il se met à pisser sur tous les convives en disant bah, je suis un chien, je fais comme les chiens. C'est-à-dire qu'il va, il va aller chercher dans l'animalité quelque chose qui relève de la... une espèce de ferment de provocation. Et alors pourquoi mettre en scène cette crudité et ce qui pourrait apparaître comme obscène? Ben justement pour essayer de faire éclater la véritable obscénité. Et donc j'écrivais, car dites voir où est-elle la vraie obscénité dans l'hypocrisie monumentale des puissants qui mettent en scène leur compassion, leur goût du peuple, alors qu'ils n'ont l'œil fixé que sur leur profit et celui des autres, ne supportant pas qu'ils soient supérieurs aux leurs, dans les rémunérations d'acteurs de cinéma qui gagnent des millions à faire semblant d'être pauvres dans des histoires idiotes, eh bien Diogène, se frottant vigoureusement le sexe devant tous, mangeant goulûment avec ses doigts, est décidément moins obscène que la chorégraphie des hommes politiques prenant un air tragique pour dire que la situation est grave et qu'on a besoin d'eux, moins obscène que tous ceux, moi, vous, qui n'avons de cesse de passer ces compromis répugnants en vue d'avantages sociaux. Où est l'obscénité vraiment? Et je crois que c'est ça le cynisme. C'est par la provocation d'une certaine obscénité, et bien d'en faire éclater une autre. Alors, Frédéric, vous focalisez un peu plus loin dans le livre votre attention sur l'année 1961. L'année 1961, du coup, l'obéissance dé-responsabilise et fait connaître le confort de n'avoir aucun compte à rendre à personne. L'irresponsabilité, c'est autre chose. Être incapable de prendre une décision alors même que l'urgence est là. Et vous en venez au cas tragique de Adolf Eichmann. J'aimerais bien que maintenant vous nous parliez de ce renversement des monstruosités, de ce cas recensé dans son livre indispensable par Hannah Arendt dans son ouvrage Eichmann à Jérusalem, lorsque la philosophe forge le concept de banalité du mal, qu'elle évoque la bêtise d'Eichmann. J'aimerais bien que vous nous disiez ce que c'est que cette bêtise d'Eichmann, ce que c'est que ce récit noir, ce récit gris, et voilà. On lui en a beaucoup voulu de ce livre, elle s'est faite beaucoup d'ennemis, parce que c'est un livre qui est écrit avec une drôle d'écriture quand même. Il y a quelque chose de très sardonique. C'est vrai que rendre compte de ce procès d'Eichmann, qui est l'organisateur logistique des convois de la mort pour Auschwitz, celui qui faisait que les trains du déshonneur de l'humanité partaient à l'heure et arrivaient à destination. C'est vrai qu'elle va au procès et elle en tire ce concept. Alors après, oui, il faudrait quelques minutes. Ouais, c'est difficile. Oui. Enfin bon, je vais essayer on a quelques minutes, on a commencé un petit peu en retard. Après, il y a des questions. Ouais. Non, mais c'est vrai, je vais prendre quelques points. Ce qui m'intéresse quand même, c'est l'idée qu'au fond, ce qui nous fait peur justement ou plutôt, je renverse les choses, ce qui nous plaît dans l'obéissance, c'est que l'obéissance permet la déresponsabilité. Ce que j'appelle la déresponsabilité, c'est la manière dont on peut faire scission en soi entre l'auteur et l'agent. Je ne fais pas intervenir l'acteur. C'est-à-dire que quand on obéit, on fait une chose tout en ne se reconnaissant pas la paternité de ce qu'on fait. On dit oui, mais je le fais, mais enfin, c'est pas moi. C'est-à-dire c'est moi, mais en tant que je suis qu'un instrument, je ne fais qu'obéir, et je le fais sous l'autorité d'un autre, et c'est donc, voilà. C'est ça que j'appelle la déresponsabilité. Et cette déresponsabilité, c'est vrai qu'elle est confortable. C'est-à-dire que c'est vrai qu'elle permet justement de ne pas avoir à rendre des comptes. Elle est bête. Alors là, je vais revenir maintenant, vous avez raison, au cas Eichmann. Alors, ce cas fait débat furieusement depuis quelques décennies, et c'est vrai qu'on a perpétuellement l'opposition entre ce que j'appelle la légende noire ou la légende grise d'Eichmann. C'est-à-dire, soit vous présentez Eichmann, soit vous êtes dans
légende noire, c'est-à-dire vous le diabolisez, vous en faites un monstre, mais pas un monstre pas un monstre d'obéissance, c'est-à-dire vous dites qu'il y a une noirceur morale, un antisémitisme viscéral, bon, qui sont antisémites, tout le monde le connaissait, mais qui au-delà même qui est quelque chose comme, comment dire, qui est quelque chose de démoniaque chez Eichmann, et c'est ça qu'il faut condamner. Et au fond, ce qu'il y a de, comment dire, dans cette perspective, on s'empêche quand même d'examiner la chaîne des complicités. C'est une manière de poser dans un autre toute la noirceur morale, et en faisant de Eichmann un monstre, de s'innocenter soi-même. De dire, ah oui, c'est tout sauf moi. Puis après, il y a la légende grise, qui d'une certaine manière est très dangereuse aussi, qui consiste à dire c'était un parfait petit fonctionnaire, c'était un être, je dis la légende grise au sens d'un gris transparent, c'est-à-dire qu'au fond, Eichmann c'est le fonctionnaire obtus, pâlot, sans épaisseur, etc. Et d'une certaine manière, là on montre que ça permet de poser la question, mais au fond, est-ce qu'il n'y a pas ici et là de nouveaux Eichmann? C'est-à-dire qu'on va interroger cette fois la monstruosité du système plutôt que la monstruosité de la... Et je crois qu'Arendt, elle essaye de trouver une troisième voie. Elle essaye de trouver une troisième voie, et elle parle, vous avez raison de reprendre cette expression, elle parle de la bêtise d'Eichmann. Et ce qui est d'abord terriblement, on pourrait dire, ambigu ou même très maladroit. Parce que le plus souvent, quand on parle de la bêtise de quelqu'un, c'est pour l'excuser. Quand quelqu'un fait... qu'on dit, bah oui, non mais c'est de la bêtise, c'est une manière de l'excuser sur fond d'ignorance, etc. Et elle, ce qu'elle essaye de mettre en place, et je trouve vraiment très, très intéressant, je reprends même l'exemple d'Enron, quelqu'un qui ne veut pas voir, c'est quelqu'un qui s'auto-bétifie. Ah non, je vois rien, je vois rien. C'est-à-dire il y a une bêtise dont on est soi-même responsable. Et c'est cette bêtise-là qu'elle vit. C'est-à-dire quand elle parle de la bêtise d'Eichmann, ce n'est pas une manière pour elle de dire au fond il y en aurait des milliers et de diluer sa responsabilité. C'est d'aller chercher ces capacités que nous avons de nous auto-déresponsabiliser. C'est pas très beau, mais si vous voulez, c'est ce que j'essaye de viser, c'est-à-dire que par stéréotype, et surtout de ne pas être à la verticale de ce qu'on est en train de faire. Hein, ce qu'on est en train de faire. Je dis, c'est cette bêtise, il y a des moments du procès où elle apparaît. Quand on lui demande, mais enfin, quand il dit par exemple, mais vous savez, moi j'ai jamais tué aucun juif, je dis qu'il y a quelque chose d'assez sidérant. Et on lui demande, mais alors eux, qu'est-ce que vous auriez fait? Et il dit, ah ben oui, moi c'était quand même... Moi je faisais que signer des papiers dans un bureau, eux, moi je pense que commander Auschwitz, ah non, je me serais suicidé. Mais je dis, il y a quelque chose de monstrueux là-dedans. C'est-à-dire que lui, parce que les wagons entiers, s'ils arrivaient à Auschwitz, c'est quand même parce qu'ils faisaient les papiers. C'est quand même parce qu'ils faisaient les papiers. Et cette bêtise, c'est-à-dire cette capacité qu'on peut avoir à ne pas vouloir penser, c'est ça la bêtise. C'est pas une ignorance qui pourrait être perfectionnée, c'est qu'un la banalité du mal, Eichmann, c'est ça, c'est arrêter de penser, et donc quand on arrête de penser, on ne peut plus prendre en considération l'autre, l'existence de l'autre, et donc la souffrance de l'autre, et là ça peut aller extrêmement loin. Et par rapport à la souffrance de l'autre, l'année 61, c'est aussi l'année où Stanley Milgram, à l'université de Yale, fait cette expérience avec l'électricité. C'est très bizarre. Oui, c'est très bizarre. Vous pouvez, je crois que les gens connaissent. Oh oui, quand même, oui. En tout cas, c'est une expérience dans laquelle on demandait, on recrutait un certain nombre de gens par petites annonces. Encore une fois, il n'y avait pas de... c'est ce que Brony appelle l'homme ordinaire. Hein. C'est-à-dire qu'on recrute des gens, on leur dit vous allez participer à une expérience sur la mémoire et la manière dont on peut... booster peut-être la mémoire par la sanction. C'est-à-dire peut-être que plus on vous punit, plus
eh ben, vous vous rappelez bien. Donc on fait apprendre des espèces de listes, et celui qui doit réciter la liste, s'il se trompe, une fois on lui envoie une décharge de 15, et puis plus il se trompe, à chaque fois on rajoute 15 et on va jusqu'à 450 volts. Et il y a une espèce de tableau électrique, et à la fin, autour de 300, 400 volts, il y a écrit choc dangereux, enfin des choses qui, a priori, font un peu peur. Alors c'est un dispositif fictif, parce qu'évidemment tout est truqué, c'est un acteur qui hurle, qui dit mais détachez-moi, j'ai mal, etc. Et on pose la question à des psychiatres, combien selon vous iront jusqu'à 450 volts? Les psychiatres, dans leur connaissance profonde de la noirceur de l'âme humaine, disent bah, vous risquez quand même d'en trouver 2%. Le problème, c'est qu'on va jusqu'à 60%. On va jusqu'à 60% et qu'on s'aperçoit, parce que justement le problème du psychiatre, c'est qu'il va chercher le sadisme. C'est qu'il va essayer de mesurer la profondeur du sadisme. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas mesuré l'extension, justement, de ce qu'on peut appeler, ben oui, cette espèce de rapport à l'autorité. Les gens sont filmés, on a les films, et ils se retournent, ils disent vous êtes sûr? Alors il y a un protocole qui veut que s'il résiste, il y a 4 formules, et après 4 formules, on arrête. Mais enfin, la question qui revient tout le temps, au moment d'actionner l'interrupteur et d'être à 450, etc., c'est de dire, mais c'est vous qui êtes responsable, là? Vous êtes sûr? Oui, oui, nous portons. Ah bon, c'est bon, j'y vais. Ils ne sont pas responsables. En plus, ça se passe à l'université. Oui, ça se passe à l'université, mais ce qui veut dire que par rapport à. Si vous voulez, c'est vous qui parlez du rapport à la souffrance. Je veux dire, casser immédiatement quand même, entendre des cris quand on actionne un interrupteur et qu'on se dit que les cris vont décupler, ça ne nous fait pas forcément plaisir. Mais on voit bien qu'il y a des mécanismes qui font qu'on peut aller au-delà de notre compassion naturelle, parce qu'on se dit de toute façon j'y suis pour rien. Et éprouver une jouissance face à la douleur de l'autre, c'est ce que vous écrivez. Moi je pense pas. Ouais, mais parce que si vous dites. Oui, bien sûr, mais si vous parlez de la jouissance, à ce moment-là, vous dites que il y a certains protocoles d'expérience, parce qu'on Milgram s'est posé la question en disant qu'est-ce qui va faire baisser le taux d'obéissance, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire que les gens ne vont pas forcément aller jusqu'au truc maximal. Quand on les laisse tout seuls, on pourrait dire, s'il y avait de la jouissance, on pourrait dire, oulala, je suis tout seul, je vais en profiter, non. Ils répondent, oui, allez, ils aident un petit peu, on voit bien que c'est pas ça, on voit bien que ce qui peut, comment dire, ce qui peut court-circuiter ce que Rousseau appelait la pitié comme étant notre premier sentiment naturel avec l'amour de soi, c'est-à-dire le fait de ne pas être complètement indifférent à la douleur de l'autre et justement de compatir. Quand vous êtes dans une relation d'autorité, ça peut court-circuiter. Et c'est vrai que c'est une expérience qui a été ensuite répétée. On en a fait un jeu télévisé où là ça allait jusqu'à 70%. Parce que derrière, il y avait allez, etc. Avec un animateur télé, etc. Bon, en tout cas, c'est vrai que oui, cette année 61, c'était l'année de l'obéissance entre Eichmann et Milgram, et c'était au même moment, c'était à peu près au même moment, et derrière, il y avait évidemment, mais chez Milgram aussi, l'idée de comprendre un peu les racines de la violence. C'est-à-dire, elles sont multiples, il n'y a pas un secret de la violence, mais en tout cas, on mésestime peut-être l'obéissance comme étant une source. Ce qui veut dire qu'on n'est pas forcément des sadiques, mais quand on est pris dans un dispositif où vous avez derrière vous un expérimentateur en blouse grise, vous l'avez dit vous-même, on est dans l'université, on se dit, non, je suis couvert, je peux y aller. Alors c'est vrai qu'il hurle un peu. Participe à un programme prestigieux à Yale. Oui, c'est ça, oui. Chouette. Oui, chouette, oui. Après, moi, je serais peut-être allé sans doute jusqu'à 450, même au-delà. Mais oui, c'est... Alors, Frédéric, je pense que
vos lecteurs ont des questions à vous poser, parce que c'est troublant tout ce qu'on entend là depuis plus d'1 heure. Alors n'hésitez pas à philosopher avec Frédéric Brault en lui posant des questions. Bonsoir. Alors oui, moi je n'ai pas bien compris, je pense, ce qui était surobéir. Est-ce que vous pourriez revenir Ouais. C'est vrai que j'ai construit ce concept. Ce que je voulais faire avec ce concept, c'était me dire au fond, il y a une manière de parler de l'obéissance en insistant sur l'aspect contrainte. C'est-à-dire qui consiste à dire, on l'avait évoqué, c'est le modèle de l'esclave, que celui qui obéit, c'est celui qui ne peut pas faire autrement. Et donc qui est, j'allais dire, qui est dans la contrainte. Et dans l'idée de surobéissance, Concept augmenté. Oui, ce que j'appelle les concepts augmentés. Parce que c'est vrai qu'on a la survaleur de Marx, on a le surcorps du roi et qu'est-ce qu'il y avait encore, la surjouissance chez Lacan, etc. Il y a des tas. Et moi, je parle de surobéissance. Pour essayer de dire qu'au fond, si vous gardez ce qu'on pourrait appeler, je vais très vite, mais une grille de lecture marxiste, consiste à dire que le fond de la réalité des choses, c'est quand même des rapports de force, et ce qui fait qu'on obéit, c'est qu'on est pris dans ces rapports de force, et qu'une contrainte extérieure s'impose à nous. Vous ratez ce que j'appelle la surobéissance, c'est-à-dire la manière dont, bien sûr qu'on est obligé, mais on va quand même en rajouter par rapport à ce qu'on nous demande. On pourrait dire, pour aller vite, que ouais, c'est qu'on va faire passer aussi dans l'obéissance une demande d'amour, une demande de reconnaissance, une jouissance, et regarde comment j'obéis bien. Voilà. Et c'est ça la surobéissance. C'est-à-dire, c'est pas seulement on me demande de faire ça, je le fais, c'est je le fais en essayant, en essayant d'obtenir par par la douceur de ma docilité, eh bien la gratitude, et voilà, et ça c'est la jouissance, on n'est plus dans le rapport de force. Il y a l'aliénation et l'aliénation, et il y a quelque chose de masochiste, de toute façon. Le masochisme, vous en parlez souvent dans votre ouvrage. Oui. Ce rapport-là, je me soumets pour te faire plaisir, pour te plaire, pour que tu m'aliènes encore plus et que tu me tapes dessus encore plus. C'est vous qui le dites. Ça, c'est vous qui le dites. Non, mais oui, c'est vrai que j'interroge cette espèce de part de jouissance, parce qu'on ne peut pas en rester seulement. Si vous prenez l'état de notre société, on peut dire, oui, que on est pris dans des rapports de force. Donc, voilà, je vais dire les choses autrement. Quand je prends le modèle de la soumission, je dis au fond, ce qui explique qu'on obéit, c'est qu'il y a un coût à la désobéissance qu'on n'est pas prêt à payer. Le problème, c'est qu'on exagère le coût aussi de la désobéissance. C'est qu'on l'exagère pour, par lâcheté, par paresse, et puis aussi par ces phénomènes que j'appelle, qui sont de l'ordre de la surobéissance. Et ça, je développe ce concept à partir de la Boétie, parce que ce que dit la Boétie, c'est qu'il part de cette... Il y avait une parole de Tacite qui disait très peu l'ont décidé, quelques-uns l'ont mis en œuvre, tous ont laissé faire. Et au fond, si ça marche, c'est que tous se laissent faire. Et s'ils se laissent faire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? C'est dire... Quel est le ressort de cette nappe d'obéissance? C'est qu'on ne peut pas faire autrement? Non, il y a autre chose. C'est qu'il y a aussi, c'est qu'il y a des demandes, et c'est aussi que dans la désobéissance, il y a, si ça nous est si difficile de désobéir, c'est aussi qu'on a peur, d'être seul, c'est aussi qu'on a peur de déplaire, c'est qu'aussi entre des choses qui ne sont pas seulement la peur de la sanction. Je trouve, et c'est ça que j'appelle la surobéissance. Je trouvais ça très, très intéressant de vous écouter.
Mais l'obéissance à quoi? Parce que est-ce que c'est la même chose que d'obéir aux 10 commandements, ou est-ce que c'est la même chose d'obéir au Comintern? Parce que vous parlez de système totalitaire, même dans le système démocratique, on pourrait sans doute gloser. Et puis vous parlez du coup de la désobéissance exagérée. On s'exagère. Enfin, si vous voyez Verlaine, par exemple, qui a été un grand désobéisseur, vous voyez sa vie, je veux dire, comment il a fini sa vie. Voyez Van Gogh, voyez Paul Cézanne, citoyen de déshonneur de la ville d'Aix. Voilà pour la désobéissance. Alors, quand il faut porter ça sur ses épaules toute sa vie en faisant une œuvre que vous connaissez, désobéissance exagérée. Oui, attention, voilà. Après on n'est pas tous Van Gogh. C'est ça, le problème, c'est qu'on n'est pas tous Van Gogh. Mais je reprends, je trouve ça très, très vrai quand vous dites, et c'est un problème qui s'est posé, moi, à l'écriture, parce que derrière, le problème, c'est quand même à quoi on obéit, à quoi on désobéit. Mais après, dans l'écriture, si vous commencez à faire la liste, c'est fini. C'est-à-dire vous êtes obligé de prendre ces formes et après de les faire jouer ensemble. Quand je dis les faire jouer ensemble, je veux dire quoi? Je veux dire qu'au fond, c'est vrai que désobéir, ça peut être aussi obéir à autre chose, obéir à un ordre supérieur, et que parfois, quand on désobéit, c'est qu'au fond, on se soumet à des valeurs qu'on juge supérieures. On peut considérer aussi que l'obéissance, ça peut être une obéissance à soi-même. L'obéissance, c'est rapport à la loi. À moi. Oui, enfin, ça peut être à la loi quand, comment dire, non, pas forcément. Ce rapport à la loi, c'est vrai que pour moi il est important parce que j'interroge quand même le sujet politique, c'est-à-dire que grossièrement la ligne rouge, c'est quand même qu'est-ce qui fait qu'on obéit aux lois de la cité, c'est quand même pour moi ce qu'il y a de plus fondamental. Mais c'est vrai qu'en même temps, quelque chose qui, si on reprend l'exemple de Toro qui dit bon je ne paye pas mes impôts parce que je trouve que vraiment cautionner un gouvernement américain qui continue à lui-même cautionner l'esclavage et qui fait une guerre au Mexique complètement injuste, je veux pas cautionner ça. Je veux dire, quand il fait ça, il considère que c'est d'abord à lui-même et à ses principes qu'il doit obéir plutôt qu'à la loi. Là, il se fait un devoir de désobéir. Donc après, si vous voulez, c'est vrai que la particularité des cas fait ensuite qu'on va redistribuer les choses. Mais il n'empêche, je trouve quand même qu'au moins, je ne sais pas, on pourrait dire au moins dans l'armée et dans l'Église, pour reprendre l'exemple, pas forcément des mystiques, mais en tout cas de la religion, et il y a quand même des segments comme ça dans la société où l'obéissance, quel que soit ce à quoi on obéit, passe pour une vertu en soi. Et encore une fois, moi, mon problème, c'était pas non plus, si vous voulez, de faire de la désobéissance une vertu en soi, parce que c'est ridicule. Je trouve que les incivilités, je trouve que c'est insupportable, c'est des formes de désobéissance aussi, les incivilités. Le crime, c'est une forme de désobéissance. C'est pas un éloge non plus du crime et du délit. Mais après, pour moi, le problème, c'était quand même d'attaquer cette espèce de couche dure de l'obéissance qu'on a pu appeler passive, voilà. En tout cas, non, vous avez raison de dire ça. C'est-à-dire qu'après, on est obligé de dire, mais enfin, à quoi est-ce qu'on obéit? À quoi est-ce qu'on obéit? Mais le fait de se poser la question, je pense que, voilà, pour vous répondre complètement,
le fait de se poser la question, comment dire, c'est se mettre en position de pouvoir obéir. Et c'est ça, si vous voulez, je trouve que dit la Boétie, comme Kant, etc. C'est l'idée que se poser la question même des raisons pour lesquelles on obéit, ou même mais à quoi est-ce que j'obéis, c'est revenir à j'ai l'impression, c'est ce que j'essaye de mettre ça en place, que, puisque vous avez évoqué son nom, que c'est ce que Foucault voulait faire passer avec le souci de soi, en disant, mais se soucier de soi, c'est pas du tout s'occuper de sa petite personne, c'est qu'à un moment, plutôt que d'être traversé simplement par les injonctions, avoir ce petit moment, on dit, mais à quoi est-ce que j'obéis? C'est ça, se soucier de soi, c'est dire, est-ce que je suis vraiment d'accord avec ce que... oui, l'éthique personnelle, mais qui pour moi, alors c'est ce que j'essaye d'indiquer, mais presque en éclair à la fin, il n'y a pas d'autre lieu de l'universel que ça. C'est-à-dire pour moi, c'est une éthique personnelle, mais pas au sens où c'est mes petites idées à moi. C'est au sens qu'à partir du moment où au fond, où j'accepte de poser la question, et je pensais justement à une phrase d'Arendt qui m'a toujours intéressé, parce que je la trouve très problématique, mais en même temps elle me semble aller constituer une bonne illustration. Elle dit au fond, le problème quand on tue quelqu'un, ou quand on accepte de le tuer, c'est pas tant de savoir si on brise cette espèce d'interdit, non, tu ne tueras point, et de se poser la question, est-ce que tu es prêt à vivre avec un assassin toute ta vie? Vous voyez, et c'est ça que j'appelle l'éthique, mais qui est pas, c'est pas de la psychologie, c'est qu'au fond, on a quand même à vivre avec nous-mêmes. Et se poser la question, le souci de soi, c'est se dire, est-ce que je suis prêt, quand je mens, à vivre avec un menteur, voilà, c'est tout, à vivre avec un traître. Et à un moment, peut-être que si on désobéit, c'est qu'à un moment, on se dit, bah oui, non, j'ai pas envie de continuer à vivre avec un lâche toute ma vie. Voilà, ce serait une manière pour répondre. Alors Frédéric, je vous propose de continuer à dialoguer avec vos lecteurs juste en face, on va boire un verre ensemble, et puis il y a vos livres aussi, puis je vous remercie.